Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Benoît Sorex. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de groupe au Parlement bruxellois. Est-ce que vous allez déposer dans cette assemblée une proposition pour relayer la proposition de vos partis de créer un réseau express de covoiturage, projet RECO qui a été présenté hier? Mais je trouve que c'est un excellent projet parce que aujourd'hui, on parle évidemment énormément des problèmes de mobilité et de déplacement dans et autour de Bruxelles. Et qu'il faut savoir que dans une voiture, malheureusement, dans 8 voitures sur 10, il y a uniquement un conducteur et pas de passagers. Et donc, plutôt qu'aller investir beaucoup d'argent, comme le propose aujourd'hui le gouvernement flamand, 380 millions dans l'élargissement du ring, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler sur le fait qu'il y ait moins de voitures autour de Bruxelles et qui pénètrent à Bruxelles. Et le covoiturage est, me semble-t-il, une de ces solutions. Et donc ça, il faut le travailler en collaboration, en coopération avec les autres régions. C'est malheureusement pas uniquement à Bruxelles que ça peut se décider, puisque c'est essentiellement l'entrée dans Bruxelles qu'on vise. Et donc là, il faut travailler en collaboration avec la région flamande et la région wallonne. Et donc vous êtes pour le fait de réserver une bande de circulation aux covoitureurs? Mais l'objectif de la proposition du CDH, c'est de faire un test notamment sur le 411 qui arrive à Bruxelles, sur laquelle il y a déjà aujourd'hui une bande qui est réservée aux bus et qu'on pourrait très facilement dédier dans le futur également au covoiturage. Vous savez, ce qui fonctionne bien aux États-Unis, puisque on n'a pas réinventé l'eau chaude non plus, c'est un système qui fonctionne sur un certain nombre de voies aux États-Unis, qui fonctionne bien. Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas fonctionner en Belgique? Aux États-Unis, ils ont des autoroutes quand même beaucoup plus larges, avec plus de bandes au départ. C'est vrai, mais je prends l'exemple de cette autoroute 411. Vous avez déjà aujourd'hui une voie qui pourrait très bien être empruntée par cette voiture où il y aurait plusieurs passagers. Alors vous l'avez évoqué, le projet de la Flandre pour le ring, il n'est pas bon? Non, c'est vraiment pas bon. Et vous savez ô combien à Bruxelles on a lutté contre cet élargissement du ring. Je pense que ce n'est pas bon à la fois au niveau économique parce qu'il y a là une stratégie là derrière, la stratégie qui est de développer tout l'interland économique en dehors de la région bruxelloise sur un axe qu'on voit très bien, qui est l'axe Malines, Bruxelles, Anvers, mais en dehors de Bruxelles. C'est en fait l'exécution de ce qu'on a appelé le plan START du gouvernement flamand. Et donc, ça vise à la fois à mieux desservir tout ce zoning économique au détriment de Bruxelles, parce qu'on est en train parallèlement d'engluer Bruxelles, c'est ça qui est assez paradoxal dans cette proposition, et d'autre part, c'est très néfaste au niveau environnemental, au niveau de la qualité de vie, de la santé, à la fois des riverains du Ring en Flandre, mais également en région bruxelloise. Alors on ne peut pas, alors qu'on essaye chez nous à Bruxelles de diminuer l'utilisation de la voiture et avec des résultats, on l'a vu récemment au travers de l'étude de Bruxelles Studies, les Bruxellois commencent à modifier leur comportement, ça va dans le bon sens, et d'un autre côté, on va créer un aspirateur à voiture. Et vous avez peur donc que les entreprises quittent Bruxelles au profit des zonings en périphérie? Très clairement. Moi j'ai pendant 9 ans travaillé au fait que les entreprises reviennent s'installer ici à Bruxelles. On est toujours dans un système de concurrence entre Bruxelles et sa périphérie. Bruxelles a des atouts en matière de mobilité, je pense aux gares, je pense aux stations de métro, qui font qu'aujourd'hui les entreprises sont intéressées à revenir à Bruxelles. Mais à partir du moment où on travaille sur une grande fluidité pour arriver à ces sites économiques en dehors de la région bruxelloise et que parallèlement on bloque les entrées ou on diminue, on englue les entrées de Bruxelles, ça va évidemment poser un certain nombre de problèmes. Alors, la ministre Grauwels, bruxelloise, qui est favorable au projet qui était sur ce plateau hier, nous disait que ce n'est pas un élargissement, c'est simplement à certains endroits, on ajoute une bande pour pouvoir séparer le flux de transit du flux local. Eh bien, c'est bien ça le problème, c'est qu'on va fluidifier pour desservir ces sites d'activité économique et par contre, comme elle dit, la circulation locale, elle va être engluée. Et donc ça, c'est évidemment très pénalisant pour Bruxelles. Alors vous demandez la saisie du comité de concertation entre gouvernement fédéral et entités fédérées. Qu'est-ce que vous en attendez? Mais j'attends en tout cas qu'il y ait maintenant un dialogue et une concertation qui se remettent sur pied entre les deux régions. Vous savez, on s'est battu pendant toute la négociation institutionnelle pour la création de la communauté métropolitaine. Cette communauté métropolitaine prévoit stricto sensu qu'en matière de mobilité, on doit se concerter, et notamment
pour tout ce qui concerne les accès à Bruxelles. Donc maintenant, il faut mettre ça sur pied, il faut donner du contenu à cette communauté métropolitaine. Et donc il faut que dès les vacances de Toussaint passées, on se remette autour de la table, parce que sinon il faudra prendre d'autres dispositions. Mais ça c'est pour la suite, pour cette communauté, mais pour le ring, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Le FDF propose un recours, vous soutenez ça? Je pense qu'il faut d'abord laisser place à la concertation, et le ministre-président devra prendre dès la rentrée maintenant une initiative pour se mettre autour de la table avec le gouvernement flamand. Je crois qu'il faut vraiment que cette concertation, une réelle coopération soit initiée. Si ce n'était pas le cas, alors je pense qu'il faudra étudier d'autres dispositifs. La ministre Grauwels dit qu'il y a eu concertation, par exemple, le bois du Larbec, Agette a été épargné. Oui, alors c'est le seul élément positif de cette proposition. J'ai envie de dire, c'est le minimum. Et c'est vrai que la commune de Gette et ses environs se sont bien mobilisés pour la défense du bois du Larbec, mais ça n'enlève pas tout le problème de fond, qui est d'élargir ce ring et qui va créer un aspirateur à voiture. C'est un non-sens également en termes de mobilité. Alors concertation peut-être entre la ministre Grauwels et son homologue du côté du gouvernement flamand. Je ne pense pas qu'il y ait eu une concertation entre l'ensemble du gouvernement bruxellois et le gouvernement flamand, et c'est ça que j'attends à la rentrée. On parle beaucoup des embouteillages. La FEBIA qui allait de son idée la semaine dernière, qui est de taxer plutôt au kilomètre en profit de parking, de délestage. C'est quelque chose que vous pouvez soutenir? Mais il y a aujourd'hui une expérience pilote qui est tentée par les 3 régions depuis le mois de juillet dernier sur la tarification intelligente, donc en fonction d'utilisation. Il y a 1 millier de ménages qui font partie de cette expérience test. Je pense qu'il faut la poursuivre, ça me semble être une bonne initiative, et puis en tirer les conclusions et pouvoir l'adapter aussi en fonction de toutes les régions du pays, puisque les situations ne sont pas les mêmes qu'on vive en milieu rural ou qu'on vive en milieu urbain. Alors, politique, avec la NVA qui présente déjà les premières pistes de son programme électoral. On a parlé du socio-économique lundi, la piste aussi de couper le chemin de fer en 6 entités. Quelles sont vos premières réactions ? Écoutez, j'ai vu leurs propositions au niveau fiscal. On peut évidemment promettre à tout le monde qu'on va raser gratis, mais moi je tiens aussi à ce qu'il y ait encore un certain nombre de services publics qui fonctionnent dans notre pays, que ce soit les soins de santé, et on peut être fier de notre système de soins de santé, que ce soit l'enseignement, que ce soit la sécurité. Tout le monde veut plus de sécurité, mais il faut aussi avoir l'honnêteté de dire à la population que ça a un coût. Nous sommes également au CDH pour une réforme fiscale, mais une réforme fiscale qui soit neutre. On devrait moins pénaliser le travail et peut-être un peu plus la spéculation, qui est un transfert au niveau de la fiscalité. Mais faire ce que fait la NVA, ce sont des promesses qu'ils seront incapables de tenir. Ce soir, on connaîtra leur plan pour Bruxelles. Vous avez une crainte particulière ? Je n'ai pas beaucoup d'espoir sur ce que va nous sortir la NVA. Vous savez, moi j'ai entendu M. De Wever, il y a quelques mois, dire que Bruxelles était une ville comme les autres, à l'instar d'Anvers ou de Liège. Et donc, il nie l'existence de Bruxelles comme 3e région à part entière. Je pense que son objectif va être de vider Bruxelles de ses compétences, d'instaurer un système de co-gestion de Bruxelles par la Flandre et la Wallonie. Ça, c'est évidemment onbespreekbaar, totalement inacceptable pour nous les Bruxellois. Emploi avec les titres-services, on sait qu'ils vont augmenter en janvier. Est-ce que les titres-services ont encore un avenir à Bruxelles ? Alors, j'espère qu'ils ont encore un avenir, parce que non seulement ça rend un service intéressant à toute une série de foyers, et d'autre part, ça a remis pas mal de gens à l'emploi et ça en a fait sortir d'autres du noir. Donc c'est un système qui s'est énormément développé au cours de ces 10 dernières années. En 2004, on vendait à peu près 400 titres-services par mois. Maintenant, on en vend plus d'1 million en région bruxelloise. Donc ça confirme que ça a une utilité. Alors là, le problème, c'est qu'à partir de l'année prochaine, ça va être transféré aux régions dans le cadre de la réforme de l'État. Et là, il faut quand même rapidement que le gouvernement bruxellois détermine quel va être l'avenir des titres-services. En ce qui me concerne, je suis favorable à son maintien et même peut-être à son extension à d'autres types de fonctions. Je pense aux gardes d'enfants, ça pourrait être une piste intéressante. Le SAMU social, est-ce qu'il y a un vrai problème là-bas ? Oui, il y a un vrai problème dans la gestion de cette association qui fait preuve de peu de transparence, d'énormément d'opacité. Moi, j'ai été très étonné de voir Yvan Mayer, hier, le président du CPS de Bruxelles, nous dire que cette ASBL n'était pas soumise au marché public. Il y a là une méconnaissance totale de la loi. Cette ASBL est soumise au marché public à partir du moment où il y a plus de 50% de financement public. C'est assez inquiétant de la part d'ailleurs de celui qui va devenir bourgmestre de la ville de Bruxelles. Quand on voit aussi
le salaire de sa directrice générale, on se pose quand même un certain nombre de questions. Elle gagne mieux sa vie que le directeur général d'Actiris. Elle gagne 70% du traitement du Premier ministre. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il y a tout le problème des transferts de fonds, il y a tout le problème de voyages qui sont organisés, voyages d'agrément ou de congrès. Bon, je trouve que ça pose quand même énormément de soucis. Il faut laisser au SAMU social maintenant la possibilité de répondre à ces critiques. Mais si elles étaient confirmées, je pense que le conseil d'administration devrait prendre ses responsabilités. Et donc, vous en attendez quoi? J'attends, donc je crois que les droits de la défense doivent pouvoir être respectés, très clairement. Mais à un moment donné, si ce type de comportements sont confirmés, ça nécessitera un pas de côté. Ambiance dans votre commune, hier, conférence de presse des responsables de l'ASBL qui gèrent le magazine communal et qui critiquent la gestion passée par le bourgmestre sortant de cette ASBL. Il y a des manquements qui sont réellement établis? Vous savez, c'est la dernière ASBL dans laquelle, je dirais, on a repris les rênes avec cette nouvelle majorité. Ça a mis beaucoup plus de temps parce qu'on a retrouvé aucun document lorsqu'on est arrivé, les armoires étaient vides, il n'y avait plus de personnel non plus dans cette association. Il a fallu reconstruire toute la comptabilité et là on constate qu'il y a tout un certain nombre de problèmes de gestion, notamment des contrats qui ont été passés, des rémunérations qui ont été données sans passer par le conseil d'administration. On attend des explications qu'on n'a pas encore eues jusqu'à présent. Il y a eu un conseil d'administration la semaine dernière, ils ne sont pas venus. Il y a une assemblée générale la semaine prochaine. En tout cas, moi j'attends qu'on fasse vraiment la clarté sur cette gestion avant la reprise par les nouveaux gestionnaires. Willem Draps, qui est pointé du doigt, dit qu'on ne lui a rien demandé encore. Ah ben ça, c'est pas exact, parce qu'il était invité au conseil d'administration de la semaine dernière. Il ne s'y est pas présenté. Il nous a envoyé un petit mot comme quoi ça ne le regardait pas. Ben là, on ne peut pas dire à la fois qu'on n'a pas été consulté et puis ne peut pas se présenter aux réunions des conseils d'administration. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, c'est ce soir à 18h. Bel après-midi.